Et à tous, ou rebonjour. Il y a beaucoup de personnes qui étaient là déjà ce matin. Je me représente tout de même, donc Yvan Chaleil, je suis président du directoire de la Nef. Et on ouvre une session d'1 h 30 de conférence sur le thème de la démocratie en entreprise. Alors j'ai pris mon anti-sèche pour vous redire le sujet, parce qu'il dit déjà pas mal de choses. La démocratie est un élément fondamental de l'identité de la Nef. Notre Assemblée générale, temps fort de notre démocratie interne, prend cette année une résonance particulière. Entre deux échéances électorales majeures, face à la montée des courants réactionnaires, se pose la question du rôle de nos coopératives, associations, entreprises engagées. Au-delà de leurs pratiques internes, comment peuvent-elles, doivent-elles contribuer à préserver la démocratie? Constituent-elles un modèle ou un levier pour y parvenir? Et si oui, quelles actions à mener et avec qui? La démocratie, la transparence, la pédagogie, c'est des valeurs qui sont profondément ancrées dans notre ADN. Depuis le début de la Nef, on s'efforce d'innover sur ces questions démocratiques. On essaye, et on l'a vu avec les sociétaires, d'avoir le plus possible d'interactions entre les instances, entre les sociétaires, au niveau de la direction. On anime des groupes locaux. Depuis quelques années, on co-construit même des résolutions à l'Assemblée générale. Et pourtant, on a toujours eu un positionnement qui est apartisan tout en étant éminemment politique. Les actions et notre vision de la société, et les actions qu'on fait dans la société ont une portée politique, en tout cas de notre point de vue. Mais comme pour sûrement beaucoup d'autres personnes et aussi structures, on se sent un petit peu en questionnement, un peu bousculé aujourd'hui par la question de ce qu'on vit, nous, en intérieur, en interne, sur nos valeurs et la démocratie, et ce qui se passe à l'extérieur. Notre action politique est avant tout une action de terrain, et c'est pour ça qu'on parlait aussi beaucoup de nos partenaires et de notre écosystème ce matin, qui contribuent à cette action de terrain. Et on cherche donc à apporter des solutions, à accompagner celles et ceux qui agissent concrètement pour défendre notre démocratie. Et on l'entendra après, mais on peut évoquer notamment l'action que nous, on porte, et que souvent vous portez aussi sur les médias libres et indépendants dans notre société actuelle. Mais au-delà de ces actions, la question se pose, doit-on faire plus? Si oui, quoi et comment? Et avec qui? En tout cas, avec qui? Pour la demi-heure qui vient, c'est avec Benoît Hamon, que je vais me permettre de présenter, même si je pense que vous le connaissez. Déjà, peut-être vous dire que Benoît intervient ici aujourd'hui en tant que président d'ESS France. ESS France, pour ceux qui étaient là ce matin, c'était un des organes institutionnels qui représente l'ESS au niveau législatif en France et qui est donc fait partie de l'écosystème de l'ESS. Tu es également dirigeant de Singa, qui est une association très très chouette que je vous conseille d'aller voir si vous ne connaissez pas, qui soutient et qui aide les réfugiés et les migrants globalement à trouver une place dans la société. Et tu as également une carrière politique riche. Alors j'ai noté, parce que c'est pareil, il y en avait beaucoup de choses. Député européen, député, plusieurs fois ministre, candidat à l'élection présidentielle. Et peut-être un des éléments importants, quand tu étais ministre, tu as porté la fameuse loi qui porte ton nom, la loi Hamon, qui pose un premier vrai cadre de l'ESS, donc en 2014. Voilà pour la présentation. Donc, je suis très heureux que tu sois avec nous, et on a une demi-heure ensemble, et après on aura un autre panel que je présenterai juste après. Alors peut-être une première question, est-ce que par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que toi tu es plutôt en phase avec cette idée que la démocratie serait menacée aujourd'hui? Et si oui, pour quelles raisons? Est-ce que tu es en phase avec ça? Bonjour à toutes et tous, pour commencer. Si je disais non, je trouve que ce serait... si je disais tout va bien, la démocratie va bien, il y aurait quelque chose d'un petit peu iconoclaste. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a historiquement, même au cœur de l'Occident, toujours eu des forces politiques qui étaient plutôt illibérales, contestaient un certain nombre de principes démocratiques. Ce qui se passe et qui est très différent, me semble-t-il,
dans le moment que nous vivons, c'est qu'il y a une offensive politique, idéologique, contre la démocratie dans la cité, qui vient des milieux économiques, et notamment des milieux économiques américains. Beaucoup du monde de la tech, et d'ailleurs c'est le paradoxe, une partie de ce monde de la tech qui avait imaginé à un moment Internet comme un outil puissant d'émancipation des personnes, et qui, pour une part de ses dirigeants, ont fait une translation vers des modèles politiques qui sont à l'opposé de ce à quoi ils ont cru quand ils étaient plus jeunes, et qui les conduisent aujourd'hui à penser que les modèles démocratiques tels qu'on les connaît, la démocratie dans la cité, empêchent la mise en œuvre d'un agenda qui serait un agenda économique, politique, fondé d'ailleurs sur l'idée de la supériorité de l'Occident sur le reste du monde. Et derrière la supériorité de l'Occident sur le reste du monde, on retrouve le suprémacisme blanc, on retrouve le sexisme, et derrière tous ces courants masculinistes, peu importe comment on les appelle, mais vous voyez à quoi je fais référence. Et il y a la venue du monde économique, une mise en cause donc de la démocratie dans la cité. Et ça illustre un petit peu aussi les occasions ratées qui ont été celles du champ politique au moment où lui a voulu essayer de démocratiser l'entreprise et l'économie. C'est que maintenant, venu du monde économique, on voit une aspiration à finalement réduire les libertés, réduire les droits des citoyens. Donc je pense que toute chose créant son contraire, cette chose-là existant, il faut qu'on reprenne collectivement un agenda politique qui propose à nos compatriotes, mais aussi aux Européens, un agenda de démocratisation de l'économie et des entreprises. Et on a moult propositions sur la table. Pour le coup, c'est pas ça qui manque. Mais encore faut-il que cet agenda soit porté politiquement, et ce qui doit faire l'objet, me semble-t-il, du plaidoyer collectif de l'économie sociale au moment des élections présidentielles en 2027. Et est-ce que, du coup, donc là, c'était sur le sujet un peu démocratique au sens large, et tu as introduit la question de l'entreprise. Est-ce que, pour toi, l'entreprise qu'est-ce qu'une entreprise démocratique? Est-ce que ça existe? Et quel est son rôle? Tu disais qu'il y a le lien à faire avec le politique, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire du rôle de l'entreprise démocratique ou de l'entreprise politique, là, face à ces soucis? Bon, alors maintenant, tout le monde va dire, c'est là où ça devient ridicule. Tout le monde considère maintenant que l'entreprise est politique, quand ça arrange un certain nombre de patrons, l'entreprise est politique. Et puis là, vous voyez, je prends une petite anecdote, je ne vais pas faire de politique longtemps, mais je ne peux pas m'empêcher quand même de noter que le patron des patrons, en tout cas le président du MEDEF, quand Claire Toury, présidente du mouvement associatif, est élue à la tête du CESE, première femme élue à la tête du CESE, femme issue de l'économie sociale et solidaire, d'une composante qui est la composante la plus forte en termes de représentation des personnes et des citoyens, le mouvement associatif. Et quand, dans son discours d'investiture, elle s'inquiète de la montée de l'illibéralisme, de ses conséquences sur la démocratie, vous avez Patrick Martin qui lui dit, ou qui fait des déclarations émues, sur les radios pour dire attention à ne pas faire de politique et à conserver la neutralité ou la réserve qui doit être celle du CESE. Et c'est donc quand même le même bonhomme qui dîne avec Marine Le Pen qui explique à Claire Toury qu'elle fait de la politique quand elle s'inquiète des conséquences qui pourraient être celles de la victoire de l'extrême droite sur la démocratie. Donc, dans un cas, lui, il ne fait pas de politique, mais dans l'autre, Claire Toury, elle en fait. Bon, tout ça pour vous dire quoi? C'est que je crois qu'à l'évidence, d'innombrables acteurs politiques et d'entreprises font de la politique, d'ailleurs avec des objectifs politiques ou sans objectifs politiques, mais qu'il me semble que nous, ce qui doit nous intéresser, c'est de savoir si, et de démontrer, ou de répondre à la question en quelque sorte,
Si l'entreprise est hospitalière à la démocratie, l'entreprise devient-elle plus douée en matière de prise en charge de l'intérêt général ? En gros, l'entreprise démocratique répond-elle mieux aux enjeux du dérèglement climatique, de l'égalité femmes-hommes, de l'amélioration des conditions de travail, de la lutte contre les discriminations, que de la lutte contre le racisme, etc. etc. Et moi, j'ai la faiblesse de penser que oui. Je pense de surcroît que l'entreprise démocratique fabrique des citoyens plus doués pour le compromis. Alors vous allez me dire, attends, le compromis, c'est pas tout. Moi, je pense qu'on fabrique des compromis tous les jours, même quand on est un militant radical. Donc, je crois aujourd'hui, et c'est intéressant l'étude qui avait été faite par la CGScope sur ses propres entreprises, qui a démontré que dans les scopes, les citoyens coopérateurs sont plus doués pour le dialogue dans la cité, plus doués pour le compromis, adhèrent moins à la polarisation du débat politique. Pourquoi ? Parce que au jour le jour, en tout cas pour celles et ceux qui sont engagés dans les délibérations à l'intérieur de leur entreprise, on apprend à fabriquer des solutions ensemble et avec des points de vue qui obligent à se sortir d'un jeu de rôle dans lequel on est soit exclusivement salarié, soit exclusivement manager, soit exclusivement actionnaire, etc., etc. Là, on joue un peu tous les rôles, et ce qui apprend à fabriquer des compromis. Donc, moi, je pense aujourd'hui que plus il y aura d'entreprises qui seront hospitalières à la délibération collective, à la prise en compte de toutes les parties prenantes et à la démocratie, plus elles seront douées pour l'intérêt général, et plus la démocratie dans la cité s'en portera mieux. Voilà. Et du coup, est-ce que, pour comment faire pour, donc là, on parle finalement, tu as décrit, tu parlais de la CGScope, mais tu as décrit pas mal, globalement, les principes coopératifs dans l'entreprise. Et est-ce que tu as une idée autre que celle que tu viens d'évoquer, c'est qu'il faudrait qu'il y en ait plus, mais pour que globalement cet impact-là soit plus fort? Est-ce que finalement ce côté, les entreprises de l'ESS, elles arrivent avec leurs petits moyens à faire bouger les choses, et comme tu dis, les citoyens des entreprises de l'ESS sont peut-être des meilleurs citoyens dans la cité ensuite, et comment on fait pour changer d'échelle pour que ce soit encore plus impactant? Bon, moi, je maintiens qu'il faut qu'il y ait plus de SS déjà. Je pense que les gens dans l'ESS doivent s'améliorer. Il y a certains secteurs, plus que d'autres d'ailleurs, mais il y a indiscutablement des progrès à faire entre nous. Mais en règle générale, plus il y aura de SS dans l'économie, mieux ce sera. Et c'est la raison pour laquelle on doit nous raisonner. Alors, la France va adopter une stratégie nationale de développement de l'ESS dans quelques jours, qu'elle a discuté avec les acteurs de l'ESS. Bon, la copie finale, je ne la connais pas, elle va nous être transmise là. Je ne sais pas si le document sera ambitieux ou pas. Il y a un point d'interrogation quand même. Il y a un petit doute, mais surtout, si elle est ambitieuse sans budget derrière, c'est quand même un peu compliqué, par ailleurs. Mais bon, je ferme la parenthèse. Néanmoins, dans le dialogue que nous avons eu avec le gouvernement, nous avons essayé de réfléchir à la façon dont on pouvait augmenter la part de l'ESS dans l'économie, dans quel secteur, et est-ce qu'on pouvait se fixer des objectifs chiffrés, en se disant, est-ce qu'on veut par exemple doubler le nombre d'entreprises de l'ESS d'ici 15 ou 20 ans, dans quel secteur? Bon, voilà. Et on a mis, nous, un certain nombre de propositions sur la table, qui sont, je vais comment dire, en prendre deux exemples, d'ordre radicalement différent. Le premier, il est de l'ordre de la pensée économique. Nous considérons aujourd'hui que les milieux économiques, y compris les milieux économiques académiques, universitaires, sont assez peu enclins à travailler sur nos modèles. Ils ont souvent tenu à distance. Il y a des économistes qui travaillent sur ces questions et je les salue, mais nous avons repris et nous avons demandé que au cœur de ce qu'on appelle la CNU soit créée une nouvelle section qui serait la section économie et société à côté de la section économie, pour qu'il puisse y avoir davantage de travaux de recherche en ESS et que la pensée économique soit beaucoup plus complète, plus riche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça, c'est vrai au niveau, on va dire, de ce
ce qui pour nous est un élément essentiel de la bataille culturelle, c'est-à-dire comment est-ce que la pensée, la recherche autour de l'ESS facilite derrière des stratégies de développement de l'ESS. Puis ensuite, très concrètement, quand on arrive au terrain, nous avons demandé, et nous redemanderons, si ça ne figure pas dans le document gouvernemental, que dans un domaine, la vulnérabilité des personnes, crèches, handicap, prise en charge des personnes âgées, les activités d'accompagnement des personnes vulnérables soient réservées ou au public ou au privé non lucratif, excluant par principe le privé lucratif sur le modèle de ce qui s'est passé au moment où Orpea a connu la crise qu'on connaît, ou d'ailleurs fascinant quand même. Orpea, entreprise capitaliste classique, se livre à des pas des attitudes, en tout cas une maltraitance des résidents qui amène le groupe à s'effondrer, à voir le cours de son action s'effondrer. Et qui court sauver Orpea? La Caisse des dépôts et des consignations, donc la Banque des territoires, l'État, flanqué de la Maïf et MACSF, le SS. Et c'est aujourd'hui, nous avons le groupe Eneis, et nous plaidons pour que ce groupe qui garde une structure capitalistique progressivement choisissent le principe du bénéfice raisonnable et ensuite deviennent à lucrativité limitée et non lucrative comme un chemin qui pourrait participer justement de la réserve de ce secteur de la vulnérabilité au privé non lucratif. Mais je note que d'ailleurs au passage, c'est là où il apparaît qu'il y a quand même deux poids deux mesures. C'est que si Orpea, quand il est défaillant, voit l'État le secourir, vous avez aujourd'hui la Fondation de l'œuvre Saint-Simon à Paris qui va fermer, je crois, 60 établissements, crèches, etc. Pas d'État. Vous avez la Fédération unie des auberges de jeunesse qui est en liquidation judiciaire. Pas d'État. Vous avez des plans sociaux au Secours catholique, à APF, France Handicap, à AIDS. Vous avez les Coordinations Sud qui annoncent 10 000 suppressions d'emplois. Dans les ONG humanitaires, 8 000 dans les pays dans lesquels les ONG intervenaient, 2 000 en France. Et l'ESS a annoncé, dans l'Observatoire national de l'ESS, a annoncé 12 000 suppressions d'emplois, notamment dans le secteur associatif, 10 000 dans le secteur associatif, 2 000 dans le secteur mutualiste au dernier trimestre 2025, et je vous annonce que 2026, dans les chiffres qui nous remontent, sont très mauvais. On est devant une véritable hécatombe. Et là, le principe selon lequel on socialise les pertes et on private et on s'accapare les bénéfices, il reste parfaitement d'actualité quand même aujourd'hui. Et il faut regretter d'ailleurs que qu'il y ait toujours deux poids deux mesures dans ce domaine. Ok, merci. J'avais effectivement noté, mais du coup, tu as déjà répondu à la question sur effectivement la question de la bataille culturelle et du combat sur le côté aussi académique de l'inscription de l'ESS finalement comme un modèle économique et pas qu'on ne discute que des autres modèles économiques. Du coup, tu y as répondu. Il y a un sujet, alors je me fais le porte-parole, je pense, de ceux qui sont dans cette salle et notamment qui ont assisté à l'AG de la Nef ce matin. Qu'est-ce que toi tu fais comme lien entre l'impact de la finance et de la banque dans ce qu'on vient un petit peu de décrire, le rôle que devrait ou que pourrait tenir la banque et la finance? Nous, on essaye de privilégier le côté circuit court de l'argent, transparence, et du coup de considérer que ça, ce sont des enjeux démocratiques majeurs. Force est de constater que c'est évidemment pas une réalité pour tous les acteurs bancaires et financiers. Voilà. Est-ce que toi, tu fais aussi ce lien comme nous, on le fait ou pas du tout entre banque et finance, et si oui, est-ce que tu as des leviers ou des intentions à cet endroit-là? Bon, d'abord, la première chose, je pense qu'il faut qu'on dise, c'est que, avant de parler de la Nef, ou en tout cas de toutes les banques, outils de la finance privée, le premier sujet, c'est le banquier public se comporte-t-il comme un banquier privé classique, oui ou non? En théorie, ça devrait être non. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que BPI France n'a aucune espèce de stratégie
solide, recevable, sérieuse, quand bien même Nicolas Dufourcq dira j'ai mis 500 millions d'euros, blablabla. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de stratégie de développement, on va dire, de filière industrielle de l'ESS. J'ai évoqué le secteur du care, j'aurais pu évoquer la question des énergies citoyennes, j'aurais pu évoquer la sécurité sociale alimentaire. On voit bien qu'il y a là des domaines dans lesquels on attend du banquier public qu'il n'aille pas demander que la contrepartie de l'investissement qu'il consent ce soit comparable aux investissements qu'il va faire dans, je ne sais pas quelle connerie du métaverse dans laquelle, pardon de parler comme ça, BPI France a dû mettre des dizaines de millions d'euros. Voilà, je dis ça, il y a toujours cette anecdote où... que je rapporte parce qu'elle est de Maud Sarda qui dirige le label Emmaüs, qui rapporte souvent que le jour où elle avait vu label Emmaüs se voir refuser une subvention ou un financement de BPI France, de 40 000 euros, voilà, elle découvrait que BPI France avait investi dans une start-up qui faisait qui développait des animaux domestiques, ou des animaux domestiques virtuels, ou je sais pas quoi, Puppy ou Kitty, je sais pas quoi. Bon bref, vous voyez l'idée. Et ça dit quelque chose de cette sorte de technolatrie, d'une part, de la banque publique, mais aussi du fait qu'elle se comporte comme une banque classique et qu'elle est là pour construire des deals capitalistiques avant de servir une stratégie de moyen et long terme au service d'une vision aussi de notre économie et de la société. Donc la première chose, c'est le banquier public. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que j'aimerais, moi, que dans l'ESS, quand bien même les banques de l'ESS et les banques coopératives revendiquent toutes, d'une manière ou d'une autre, être le premier financeur de l'ESS, il faudra qu'on arrive à départager les choses. Mais je vais quand même je vais me permettre comment dire, pas faire un ranking, mais un petit classement. Moi, j'aime beaucoup le dividende sociétal du Crédit Mutuel. Je l'aime beaucoup au sens où ce dividende sociétal est une innovation et qu'il permet de mettre 100 millions d'euros quasiment à la fondation du Crédit Mutuel, sans lesquels d'innombrables associations se seraient effondrées dans les 2 dernières années. Honnêtement, Nicolas Terry, Daniel Ball et les sociétaires du Crédit Mutuel qui font ce choix font un choix qui est utile aujourd'hui à l'ESS, au sens où ça nous permet de tenir le choc. Pas tous, hein. Je vous ai donné des exemples, on est nombreux à mettre le genou à terre, et tu as évoqué gentiment Singa. Moi je dirige une ONG où je suis passé de 140 collaborateurs en Europe à, on est un peu plus de 100 aujourd'hui, donc on réduit tous parce que l'État est plus là, pas que l'État français, hein, l'État allemand, etc., etc. Bon bref, et puis les Américains sont plus là non plus, donc c'est compliqué. Donc donc il y a des banques comme le Crédit Mutuel. Je suis intéressé, honnêtement, à voir l'évolution des caisses d'épargne qui revendiquent désormais un affichage elles-mêmes 100% coopératif, ont été très actifs sur la création de la marque ESS. Et il y a, semble-t-il, un pivot qui est pris. Bon, j'ai un peu plus de doutes sur le Crédit Agricole, hein. Pour rien vous cacher, je suis dans l'euphémisme. Dans les choix d'investissement qui sont les leurs, et beaucoup d'autres choses. Donc, le monde bancaire coopératif est lui-même contrasté. Alors, ce qui me semble fondamental, c'est en tout cas de travailler avec des partenaires financiers, et la NEF fait partie de cela, dont les sociétaires et les staffs consentent que les objectifs en termes de contrepartie aux investissements qu'ils consentent, y compris dans le rendement que j'attends de mon épargne ou que j'en attends pas, que ce n'est pas forcément un rendement financier, mais c'est bien un objectif d'intérêt général. Je pense que d'ailleurs des modèles comme les vôtres, c'est d'ailleurs sans doute à ESS France de faire le travail aussi de mieux les valoriser, les populariser, les faire connaître. Et la marque ESS nous aidera à cela. Parce que ce qui sera intéressant dans la marque ESS, c'est qui la prend et qui la prend pas. C'est au 15 juin. Hein. Moi j'ai hâte, j'avoue que je suis assez impatient de voir à la fin de l'année qui aura
pris la marque ESS, parce qu'il y a le fait d'appartenir à l'ESS par son statut, mais il y a une charte qui est la charte de 2021 qu'il faudra signer. Et puis, il y en a qui trouvent que ça fait un peu... tu vois ce que je veux dire, quoi. Pas très... Mais en même temps, ce qui est très drôle, pour te rien te cacher, je ne vais pas donner son nom, mais il y a une grande banque capitalistique qui m'a dit, mais pourquoi on ne peut pas l'avoir, nous on fait aussi des trucs en RSE, etc. Non, mais c'est marrant y aller, donc voilà. Donc, voilà ce que je voulais te dire sur le fait qu'il faut sans doute que nous, parce que plein de Français sont parfaitement alignés avec cette idée que comment dire, consacrer son épargne à l'intérêt général. Et je pense qu'il y a un vrai travail de popularisation de nos modèles et de mieux les disséminer en quelque sorte. Ok, merci. Bon, je vois que le temps avance vite. J'avais d'autres questions, mais il y en a une vraiment importante pour nous. C'est, on parle pas mal, et tu en as parlé, j'en ai parlé, et on en parlait aussi ce matin, de montée du radicalisme d'une manière générale, et on pense notamment à l'extrême droite pour ne pas la nommer. Maintenant, c'est fait. La question, c'est selon toi ou selon le président de ESS France que tu es, est-ce qu'on doit, quelle est notre place en tant qu'entreprise démocratique? Est-ce qu'on doit s'élever contre cela? Est-ce que c'est faire preuve de partisanisme que de s'élever contre cela? Qu'est-ce qu'on fait des éventuels, et même on peut peut-être dire probables, personnes qui se reconnaissent peut-être d'extrême droite et qui font partie clairement de nos coopérateurs? Quand je dis nos coopérateurs, je parle de la Nef, mais je parle de toutes les coopératives. Voilà. Il y a un peu ce sujet. Voilà. Quelle est la position un peu des acteurs de l'ESS et de ESS France là-dedans? Et voilà. Bon, j'ai posé 4 questions en une, mais tu auras compris. Bon, je fais très vite alors. D'abord, ESS France, pour la 3e année consécutive, nous allons devoir expliquer aux parlementaires que les amendements qui, à l'initiative du Rassemblement national, demandent notre suppression ne sont pas recevables. Amendements qui concernent aussi les chambres régionales de l'ESS et le mouvement associatif. 3 organisations directement ciblées pour la 3e année consécutive par l'extrême droite et, je le regrette, mais par les Républicains également. Donc, on est dans une offensive contre nos modèles qui est parfaitement transparente. Il n'y a pas d'agenda caché à l'extrême droite, hein. Aucun agenda caché. Et les comment dire, l'erreur de notre part, voire même l'arrogance, serait de ne pas lire ce qu'ils proposent. Parce qu'ils feront ce qui est écrit dans leur programme. On a toujours ce petit côté, c'est bien d'ailleurs, intellectuel, qui consiste à regarder d'un peu haut un programme du Rassemblement national. Lisons-le et voyons ce que seront les conséquences des 11 articles qui pourraient être modifiés dans la Constitution française avec l'instauration de la préférence nationale sur nos activités. C'est ce que nous avons fait à ESS France. Et nous avons adopté mardi dernier en Assemblée générale une résolution votée à l'unanimité de ESS France, les coopératives, les fonds et fondations, les mutuelles, les associations, le mouvement Impact France et ensuite l'ensemble des réseaux de l'ESS, une résolution contre la préférence nationale, avec l'objectif d'outiller nos sociétaires, nos militants, nos bénévoles, pour montrer que quelqu'un qui vote Rassemblement national, on va dire, si j'y vais grossièrement, parce qu'il veut moins d'immigration, en gros, le premier mobile ou plus de sécurité. En général, plus de sécurité, ils pensent beaucoup, toujours au même, quoi, hein, qui serait la source de l'insécurité. Cela ne regarde pas le reste. Une sorte de vote RN, et c'est là-dessus qu'ils prospèrent. Vous verrez que ni Bardella ni Le Pen ne parleront beaucoup d'immigration, ils n'en ont plus besoin, puisque ce vote-là leur est déjà acquis. Eh bien, l'objectif, il est de montrer très concrètement ce que seraient les conséquences du programme tel qu'il s'appliquera du Rassemblement national pour à la fois les étrangers à travers la préférence nationale, mais l'ensemble de l'édifice des droits sociaux. Parce que ce qui commence avec la modification de ces principes
et la remise en cause de l'accueil inconditionnel, la remise en cause du principe de solidarité tel qu'il s'exerce dans d'innombrables associations, l'obligation pour nous demain de faire le tri entre celui qui est français et celui qui ne l'est pas, pour le recevoir, l'accueillir, lui donner un toit ou le soigner. Tout ça, évidemment, débute une remise en cause générale des droits sociaux dans ce pays. Donc ce que nous allons faire, et c'est une bonne nouvelle honnêtement, et une mauvaise nouvelle pour l'extrême droite, ce qui s'est passé mardi, pour l'instant personne ne le sait, puisque nous n'avons pas communiqué, mais il y a une organisation représentative de 2 600 000 salariés et de près de 12 millions ou à 15 millions de bénévoles qui vient de dire la préférence nationale est incompatible avec ce que nous faisons. Donc on a là maintenant un outil, 9 mois avant l'élection, pour essayer de fabriquer des rapports de force. Alors, ne me demandez pas où doit atterrir tout ce mouvement, vers qui voter après, parce que là, il y a du choix. C'est bien le problème d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'extrême droite, je vous le dis. Et j'ai jamais vu autant de grands réseaux de l'ESS nous demander comment former leurs sociétaires à ces questions-là pour ensuite faire un travail citoyen d'éclairage du débat public sur ces sujets. Donc c'est une vraie mauvaise nouvelle. Hein. Quitte à partager quelque chose de positif, je vous la partage parce que vraiment, il s'est passé quelque chose là. Et quand on a l'unanimité, pour être très exact, 38 pour, 2 abstentions, c'est qu'il se passe un truc. Merci. Je retiens en tout cas qu'une des réponses en tout cas à la question est notamment le fait de ne pas lâcher sur l'aspect pédagogie, toujours essayer d'éduquer et de modifier un peu ce qu'on croit être des vérités. Une dernière question peut-être un peu bonus avant qu'on laisse la place. Il y a maintenant plus de 10 ans depuis la loi ESS de 2014. Et la question, c'est si tu la portais aujourd'hui, si elle n'existait pas, que tu la portais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Est-ce qu'il y a des choses que tu modifierais? Parce que le monde a quand même un tout petit peu bougé entre 2014 et 2026. Et donc ça a été un énorme pas, cette loi de 2014. Mais là, s'il devait être porté aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu insisterais ou que tu modifierais ou quoi? Je pense que j'essaierai d'être plus ambitieux sur la partie filière industrielle, c'est-à-dire les secteurs réservés, le fait de commencer à cranter des champs dans lesquels on pense que l'économie capitaliste n'est pas la bienvenue, ou l'économie conventionnelle. Il faut qu'on arrive à le poser sans timidité. Je pense que c'est moins la loi que j'aurais changé que les outils au service de la loi. BPI France, la Banque des Territoires, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une vraie stratégie de développement de l'ESS avec des politiques constantes au service de celle-ci. Parce qu'en réalité, une loi, ça reste qu'un bout de papier s'il n'y a pas de politique publique au service de la loi. Et je trouve que on est content parce que bon, on avait une loi, on a pu dire ça y est, elle existe, mais rendez-vous compte quand même, on a des chambres régionales de l'ESS qui sont 50 fois moins subventionnées que des établissements consulaires classiques. Donc on n'a pas les moyens sur le territoire de construire les politiques qu'on souhaiterait. Donc c'est bon, voilà, on peine. Mais dernière chose, je l'ai souvent dit, mais je vous le répète pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, puis parce que je pense que c'est bien de répéter des choses. Quand même, le rapport de la Cour des comptes en septembre dernier est venu sur l'ESS et sur les transferts publics vers l'ESS, est venu définitivement tordre le cou à cette idée selon laquelle l'ESS serait l'économie assistée, parce que vous l'avez peut-être vu, mais la Cour des comptes établit que 16 milliards d'euros passent du public vers l'économie sociale et solidaire. Et cette information donnée par la Cour des comptes, d'ailleurs, qui reproche à l'État de ne pas donner à l'ESS les moyens des politiques qui lui confient par la loi, celle de 2014, d'ailleurs, intéressant aussi. Mais quand on a ces 16 milliards d'euros, vous vous souvenez sans doute du rapport parlementaire transpartisan LR, Parti communiste au Sénat, qui établissait à 211 milliards d'euros les aides aux entreprises. Nous, on a fait un rapide calcul, on a dit, attendez, si c'est 211 milliards et que nous c'est 16,
Donc on fait entre 7 et 8% des aides publiques aux entreprises et on pèse 14% de l'emploi privé. Donc c'est qui l'économie assistée? Donc si vous voulez aller chercher le patron de l'économie assistée, c'est le même que tout à l'heure, Monsieur Martin, avenue des Bosquets ou rue des Bosquets, dans le 8e arrondissement. Vous verrez, vous serez très bien reçu, peut-être pas d'ailleurs, mais bon, voilà. Monsieur Martin, donc. Ok. Merci beaucoup, Benoît. Merci. On va. Je vais t'inviter à peut-être rejoindre l'amphi. Et on va tout de suite installer la nouvelle conférence et on aura un petit temps de questions pour les intervenants actuels et aussi pour Benoît Hamon. Je vais demander donc à Catherine André, rédactrice en chef adjointe d'Alternative économique, média qu'on ne présente plus, à Luce Gramont, fondatrice de Green Lobby, qui gère les affaires publiques mais pour la bonne cause, à Alice Pouillet, co-directrice de COP Média en mission pour défendre une presse libre et indépendante, et à Daniel Sorosal, secrétaire général de la FEBA, Fédération européenne des banques éthiques et alternatives, dont la NEF est très fière d'être membre depuis 25 ans, de venir sur la scène et je vais m'éclipser tout de suite. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être chargée de modérer ce débat qui poursuit l'intervention et l'interview qui vient d'avoir lieu avec Benoît Hamon sur la responsabilité de nos entreprises engagées. Nous avons 3 représentants d'organisations majeures de l'ESS avec nous, qui viennent d'être présentés rapidement, mais je vais refaire un petit tour. Luce Gramont, vous êtes cofondatrice de Green Lobby, un cabinet de conseil en affaires publiques. Vous expliquerez peut-être un petit peu en 2 mots comment vous opérez. Alice Pouillet, vous êtes cofondatrice de COP Média, la première coopérative citoyenne qui finance et défend les médias indépendants. Et Daniel Sorosal, vous êtes secrétaire général de la FEBA, Fédération européenne des banques éthiques et alternatives. Et pour commencer tout de suite, j'ai une première question concernant vos organisations. Non pas comment vous êtes organisés démocratiquement à l'intérieur de vos organisations, mais face à ce contexte politique qu'on vient de décrire largement et à 1 an des élections présidentielles, en quoi votre organisation, chacune de vos organisations, se saisit-elle aujourd'hui de cet enjeu politique ? Peut-être vous pouvez nous donner quelques actions très concrètes pour qu'on comprenne comment vous avez peut-être réfléchi, comment vous fonctionnez aujourd'hui, chacun dans votre secteur. Donc je vais commencer par vous, Daniel Sorosal. Voilà, si vous voulez bien nous donner... On a 40 minutes avant qu'on vous passe la parole. Il y aura 10 minutes de questions. Vous pouvez les préparer. Et j'ai 3 questions à vous poser. Je changerai le tour de parole également. Je vous remercie. Bon, en tant qu'Espagnol, étranger et habitant à Bruxelles, c'est un peu difficile pour moi de prononcer sur les élections en France, mais je peux vous donner un parallèle sur l'Europe. Donc, je me permets de dire que le contexte politique n'est pas que français. On a cette montée partout. Peut-être pas en Espagne, mais bon. Peut-être en Espagne, oui. Ça va venir, mais malheureusement. Il y a à peu près 1 an et demi, il y a eu un gros changement au Parlement européen, qui est notre champ de travail, où probablement l'extrême droite et la droite ont déjà la majorité, et l'extrême droite, elle est entre 30 et 40% du Parlement. Ça a changé énormément le lieu de travail pour nous. Ça a posé beaucoup de questionnements. Et à l'époque, on voyait ça venir. Ayant une tradition d'être un peu, comme on disait avant, un peu non partisan,
un peu prudent, ne pas faire la politique, la démocratie on fait à l'intérieur, pas à l'extérieur, etc. Pour la première fois, on a changé la donne et on a tout simplement fait une étude sur les programmes de tous les partis politiques, les groupements qui se présentaient aux élections européennes, avec une analyse de ce que ça représentait pour l'économie sociale et solidaire et pour la finance éthique. On a même enquêté les partis pour voir leurs positions et on a publié tout simplement un papier comparatif de quel parti allait faire quoi, parce que typiquement, par rapport à l'extrême droite, c'est très clair, ce qui est écrit va être fait, et on l'a publié. Et c'était notre manière de dire, je ne vais pas vous dire pour qui voter, mais si c'est un sujet qui vous tient au cœur, lisez bien, parce que vos choix auront des conséquences. Et c'était une manière de commencer à se positionner dans ce champ en promouvant une manière de faire société, une manière de faire démocratie qui est la nôtre, sans pour autant pointer du doigt ou décider qui il faut voter de manière dirigiste. Après, une fois que ça s'est passé, parce que quand même les résultats sont là, on a dû aussi trancher sur le fait de est-ce que dans notre travail de lobbying, on parle ou pas aux parlementaires qui sont très très à droite ou juste un petit peu moins à droite ou juste un petit peu moins à droite. Parce que ça nous laisse quand même juste 60% de Parlement à qui on peut parler. Et là, chacun a dû prendre un peu sa position. Nous, en tant que position qui fait bien, on a décidé de ne pas parler à l'extrême droite. Point. C'est notre choix. Mais à terme, ça risque de devenir difficile de les ignorer. Donc, juste pour revenir à ce que Benoît disait avant, je trouve qu'aujourd'hui, vu les menaces qui viennent et qui ne sont plus théoriques, elles commencent à se matérialiser déjà, je pense qu'on a une responsabilité de pointer du doigt clairement quand les modèles qui nous sont proposés en politique vont nuire à la vision de société qu'on défend. Et donc s'afficher. Pas forcément de manière partisane, mais s'afficher sur les modèles de société qu'on veut et qu'on défend et aider nos communautés à partager cette diagnostic si possible et à agir en conséquence. Merci beaucoup. Luce Ramon. Oui, bonjour à tous. Ravie d'être là avec vous cet après-midi. Moi, j'ai cofondé un lobby dédié à la transition écologique et sociale après un parcours dédié à la transition écologique et sociale dans les lieux de pouvoir, donc, au Parlement, à l'échelon européen, au cabinet ministériel, en ONG, à l'échelon local et aussi au sein d'un grand groupe où j'ai vu en quoi les conseils d'administration, en toute irrationalité économique, pouvaient prendre des décisions qui ne développaient pas leur marché, voilà, juste parce qu'il y a de la consanguinité. Et on a, depuis 2 ans, une accélération du déséquilibre du rapport de force, c'est-à-dire qu'on a quelques multinationales, en réalité une poignée à fonds étrangers, qui font, et plus exactement qui défont les lois au niveau européen et au niveau français, à l'échelon local. Donc il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait une régression. Et ça, on l'a mesuré, nous, dans un rapport qui s'appelle Lobby d'intérêt général, que vous pourrez, que je tiens à votre disposition, qui est sur notre site. Avec Data for Good, on a examiné tous les amendements des principales lois et on a vu qu'effectivement, les éléments de langage du MEDEF ou de la FNSEA, enfin des gros lobbies conventionnels, se retrouvaient mot pour mot dans les amendements portés à 63% par l'extrême droite et par la droite. Voilà. 1% par tout l'axe de la gauche avec toute cette diversité qui fait important, arrive très bien à se mettre d'accord quand il faut voter contre des régressions sociales ou environnementales. Ça se fait très naturellement, sans débat et sans querelle de cours d'école ou de débat de qui s'entend avec qui, etc. Donc au Parlement, tous les jours, il se passe ça et c'est méconnu. Et c'est notre vocation que de le vulgariser, que de l'expliquer et surtout, deuxième point, parce que ça c'est dénoncer, dénoncer ce qui se passe. Je vais juste citer 2 faits qui montrent qu'il y a vraiment un changement. C'est la commission d'enquête sur l'audiovisuel, bourrée de fake news. Pour la première fois, un rapport parlementaire est vraiment manque totalement de sérieux, n'est pas étayé. Voilà. Et deuxième exemple là très récent,
l'Office d'évaluation des choix scientifiques, qui n'est pas du tout une organisation, donc au Parlement, une organisation révolutionnaire, avait produit un rapport dans le contexte de la loi du plomb et de l'examen du projet de loi d'urgence agricole, qui n'a d'urgence agricole que son nom, puisqu'il s'agit surtout de reprendre tout le lobbying de la FNSEA, avait produit un rapport sur la dangerosité des pesticides et était censuré. Vous voyez, donc on en est là. Et par rapport à ça, donc premièrement, il faut l'expliquer, le vulgariser, et ça concerne tout le monde, et tout le monde peut s'en emparer et doit s'en emparer. Et deuxièmement, changer d'échelle dans le plaidoyer. Donc nous, c'est notre vocation que de structurer et d'engager de manière stratégique et même stratège tout le champ progressiste à se structurer. Je vais donner un exemple concret, c'est la loi Fast Fashion. On est passé, il y a 10 ans, de l'effondrement du Rana Plaza, où le grand public et les politiques ont découvert qu'au bout du t-shirt, il y avait l'esclavage moderne à l'autre bout du monde, avec une mobilisation des ONG et d'une figure charismatique du monde de l'ESS, Maud Sarda, qui, avec son label, et a commencé à structurer les choses, mais a été aussi rejoint par Julia Faure, qui est vice-présidente du mouvement Impact France et qui est aussi à la tête d'une marque éthique. Et progressivement, cette alliance et ce bruit de fond médiatico-politique a fait que Anne-Cécile Violent, qui est dans le même groupe politique qu'Édouard Philippe, donc qui a téléguidé en réalité une proposition de loi qui a été examinée, et qu'on a réussi, c'est ça toute l'influence et le lobbying qu'aujourd'hui je prône, parce qu'on est dans une guerre et qu'il faut s'organiser, et qu'en face c'est hyper bien organisé, hein. Le MEDEF, la FEP en dessous, moins connu, mais en réalité c'est eux les chefs d'orchestre de toutes les fédérations qui se mènent une compétition dans l'industrie automobile ou dans le bâtiment, mais savent très très bien s'organiser pour défendre leurs intérêts et leur part du gâteau. Et c'est exactement ça qu'il faut qu'on fasse à notre échelle, et à échéance 1 an, enfin 9 mois, et c'est tout à fait accessible en réalité. Donc je poursuis l'exemple de la fast fashion. On a effectivement réussi à convaincre des acteurs de l'économie un peu mainstream, mais qui à un moment se sont dit, mais en fait l'ultra fast fashion, les tenues, la Chine, ça détruit l'industrie française. On n'est même plus sur un sujet écologique, on est sur un sujet économique. Et toutes les Koukaï, toutes les marques un peu fast fashion, même en fait Zara, H&M, ont accouché d'un géant qui les a littéralement laminés. Donc là, on voit bien à quel point on peut avoir dans l'économie réelle une inversion du discours et un autre récit économique à porter. Et c'est ça la carte à jouer. Et c'est avec la fast fashion, même si on peut regretter, la CMP pas encore, c'est un semi-succès, mais il y a un cas d'école en réalité d'une union et d'une coalition où des marques mainstream se rallient, quittent le BHV, où la Fédération du textile se rallie à tout le discours des scientifiques, des ONG, de l'ESS et de l'économie, de l'entrepreneuriat un peu plus hybride, capitalistique. Mais peu importe, on n'est pas à se chamailler en fait. On est à lutter collectivement sur un récit économique. Et ça marche. Donc c'est pour moi devant nous. Merci beaucoup. Alice Pouillet, donc, dans le domaine des médias, il y a aussi une bataille qui se joue, très importante. Voilà comment... Alors, peut-être si vous voulez dire un mot sur COP Média, je pense que la plupart des personnes connaissent, mais... Oui, ou pas, mais je peux représenter en effet. Merci pour cette introduction. Donc COP Média, c'est une coopérative citoyenne qui s'est lancée il y a maintenant 1 an et demi,
donc en octobre 2024, avec la conviction en fait qu'aujourd'hui, il va falloir en effet jouer dans ce jeu de la bataille culturelle, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et qu'on a des acteurs qui se sont, comme vous disiez, bien organisés avant nous, et qu'aujourd'hui, typiquement dans les médias, on assiste à une concentration des médias qui est de plus en plus dangereuse, donc qui est concentrée. Enfin, la plupart des médias sont aujourd'hui concentrés dans les mains d'une dizaine de milliardaires, dont 3-4, je n'ai pas besoin de les nommer, ont pour projet politique, clairement, c'est clair, hein, de faire passer leurs idées et une idéologie qui est réactionnaire à tout prix. Et comment en fait ils font ça aujourd'hui? De toute façon, c'est assez simple, hein. Ils rachètent les médias, ça coûte très cher, parce qu'un média, en fait, ça rapporte pas énormément d'argent en soi. Donc quand on achète un média, on le fait parce qu'on a quelque chose aussi à y faire. On nomme des directeurs de rédaction, on baisse les budgets, on met la pression sur les équipes journalistiques, on leur impose des sujets éditoriaux, on les censure sur les sujets qu'ils veulent traiter. Ceux qui décident au final de partir, on leur impose des clauses de silence à vie, comme on a pu le voir dernièrement avec Jean-Baptiste Rivoire, ancien journaliste, qui a eu une amende de 150 000 € quand même pour avoir critiqué son ex-patron, monsieur Vincent Bolloré. Donc on est dans un système qui est profondément injuste en fait pour nous, les citoyens et citoyennes, d'avoir ce droit à être informés correctement avec des journalistes qui font leur travail, donc avoir bénéficié d'une information qui est indépendante, qui est fiable, qui est de qualité, qui est sourcée. Et ça, aujourd'hui, on a de la chance encore en France, parce qu'on a des médias publics. Alors, je ne sais pas pour combien de temps si l'extrême droite passe au pouvoir demain. Et on a aussi des médias indépendants. Aujourd'hui, on a une richesse de médias indépendants en France, que ça soit en ligne, en papier, sur des sujets divers et variés qui mettent en avant justement des communautés qu'on n'entend pas dans d'autres médias traditionnels, qui parlent des enjeux de société dont on ne veut pas traiter en fait dans les médias traditionnels parce que ça ne fait pas vendre en fait, tout simplement. Donc il y a en fait aujourd'hui ces médias indépendants, et pour nous, chez Coop Média, on pense que c'est un contre-pouvoir qui est essentiel en fait et qu'il faut protéger. Et en fait, nous, on est parti du principe qu'on pouvait, nous, en tant que citoyens, justement, participer à ça. Et un média, en fait, comme j'ai dit, faire de l'information, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, un média, comment il fait pour se financer? Et surtout les médias indépendants, soit c'est via du don, généralement, soit c'est les abonnements des lecteurs, ça peut être de la vente de numéros. Ils ont un petit peu de subventions, mais très peu. Aujourd'hui, les subventions publiques, à 95%, elles subventionnent déjà les grands médias traditionnels, donc elles n'ont pas ou peu en fait, de financement via les subventions publiques. Elles n'ont pas ou peu accès quand même à des formes de financement bancaire traditionnel, même si la Nef, et merci d'être là, participe à financer quand même quelques médias, mais aujourd'hui, ça ne fait pas partie de leur modèle. En fait, un média, ça a très peu de fonds propres, ça n'a pas ou peu de garanties. C'est pas des modèles en fait qui ont pour objectif de faire de la croissance, de gagner de l'argent à fond. Un média, ça a une vocation d'intérêt général et public en fait. Je vous donne l'exemple de Street Press, si vous connaissez un petit peu. Quand ils se sont lancés, au tout début, pour pouvoir se financer, ils sont allés voir leur banque en prétextant qu'il avait besoin de refaire sa salle de bain pour pouvoir avoir un prêt et en fait lancer son média. Donc à quel point en fait on est arrivé pour pouvoir quand même avoir un petit peu d'argent et du financement pour faire son média. Donc nous, c'est ce qu'on se dit, que en fait l'information, ça se possède pas, par contre ça se finance. Et aujourd'hui on est 4000 maintenant sociétaires, donc 95% c'est des citoyens, des citoyennes comme vous et moi, partout en France, qui mettons de l'argent dans la coopérative, qui va derrière être utilisé pour combler un des enjeux majeurs en fait aujourd'hui de l'écosystème médiatique indépendant, financer du coup très concrètement l'écosystème médiatique indépendant. Et aujourd'hui, on a aussi ouvert au financement des structures qui renforcent en fait les médias indépendants, parce qu'en fait, il y a plein de choses à faire et il y a d'autres structures autour qui permettent justement de renforcer ça. Donc, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il y a plus de 6 000 milliards en fait, d'euros d'épargne dans les banques
Donc on peut en fait faire quelque chose et on peut choisir en tant que citoyen si c'est un sujet qui nous touche, qu'on a envie de protéger, on peut choisir de flécher cet argent-là, cette épargne-là, dans des coopératives comme les nôtres, mais sur d'autres sujets aussi qui nous intéressent, donc via Coop Média pour aller financer du coup ce pilier démocratique. Merci beaucoup. J'enchaîne sur une question, donc toujours face à ce contexte politique, on est dans cette idée-là de savoir si est-ce que les organisations de l'ESS aujourd'hui, selon vous, pourraient s'organiser différemment ou devraient s'organiser différemment, je pense, sur le plan peut-être collectif, en tant que masse, d'une façon de faire différemment. Est-ce qu'il faudrait ou pas embarquer au-delà de l'ESS, Luce? Oui, alors, sans surprise, moi je dirais impérativement. Je dirais que c'est là, devant l'urgence et le risque qui nous attend dans un an pour l'ESF, mais enfin, pour l'ESS et pour nos conditions de survie, pour la justice, la guerre civile qui peut y avoir. C'est impératif, c'est un devoir moral. C'est-à-dire que rester neutre politiquement, il faut bien faire la différence entre la politique et le côté apolitique et apartisan. Il y a un discours, et particulièrement un discours économique pour moi, parce que toute la clé, c'est de lever une armée de DG crédibles, qui sont dans l'économie réelle, avec tout le panel de la radicalité ou des différences, de l'hybridation, de l'entrepreneuriat social, des entreprises à mission, de Impact France, etc. Donc des DG charismatiques qui se rangent derrière un programme progressiste, qui vont avec Gabriel Zucman, qui est en train de faire le tour du monde et de convertir quand même des politiques, le maire de New York, là bientôt la Californie, et qui voit bien qu'effectivement l'argent existe. L'argent et le rapport du Sénat le rappelait, comme Benoît Hamon, voilà, on a quand même plus de 200 milliards d'un côté, sans contrôle, sans effectivité sur la capacité d'entraînement de l'économie, à créer des emplois, à travailler sur la résilience économique, etc. Donc là, ça se fissure en réalité. Et la violence du camp adverse est à la mesure de ce que nous pourrions raconter comme récit. Mais pour ça, il faut se structurer. Donc il faut 10 patrons qui s'engagent et qui crédibilisent le programme de la personne la plus crédible. Et ça, on verra, et c'est pas moi ma partie, je suis dans aucun parti, mais par contre, effectivement, il y a à s'organiser exactement comme fait le MEDEF et la FEP, sans quoi c'est foutu. Et de se dire que ce candidat-là porte effectivement tout un continuum de structures qui, depuis là des décennies, essaie de montrer que les externalités positives, négatives, et que ça crée de l'emploi, et que sur le territoire c'est valable, et qu'on n'a pas d'autre choix en toute rationalité économique, et de l'étayer. Voilà, par une grande loi cadre qui rejoindrait un programme solide et une grande loi de finances voyez, alternative. Parce qu'en fait, on est pris comme des animaux dans les phares complètement immobiles, complètement tétanisés, et dans une guerre intestine, on passe plus d'énergie à dire à se battre les uns pour les autres que de se structurer de manière efficace. Donc apprenons des grands lobbyistes et des grands rapports de force pour retourner cela, et tout est quand même écrit sur l'efficacité, la résilience, la capacité à créer des emplois. Je veux dire, dans toutes les structures, il y a une part de la solution. Il manque effectivement 10 DG qui là s'engagent. C'est à mon sens un devoir moral. Ne pas le faire, c'est mettre dans l'échec et regarder nos enfants voilà, aller vraiment dans une catastrophe très attendue. Merci. Alice, qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, je partage tout à fait ton constat. Et en effet, je pense que
Enfin, en plus, j'en discutais hier en préparant la table ronde et je demandais à mon conjoint qu'est-ce que tu en penses de cette question-là. Il fait mais ESS, en fait, ça veut dire quoi? Il fait mais moi, dans ma boîte, alors c'est les alchimistes. Il fait nous, on est ESS, non? On fait des trucs quand même, on fait de l'insertion. Je fais bah ouais, carrément. Mais il fait moi, je sais pas, en fait. Mais il y a plein de gens, en fait, qui savent pas qu'ils sont dans le secteur ESS. Et je pense qu'il y a quand même déjà un enjeu de sortir un petit peu de... Je pense que si on est tous là, on sait, mais quand même un peu de sortir de notre zone, de notre écosystème, d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Et je pense qu'on est bien plus nombreux que ce qu'on pense, en fait, à porter, je pense, cette vision de la société plus progressiste, plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse des hommes et des femmes. En fait, je pense que tout le monde a envie de vivre dans cette société, en tout cas, qui fait du bien et dans laquelle on a envie de se projeter. Mais on a du mal, en effet, à savoir est-ce qu'on fait partie de ça? Parce qu'on a un petit peu cloisonné les trucs en disant genre toi t'es ESS, là il y a les ESUS, là il y a ceux qui font partie de Mouvement Impact France, mais c'est pas pareil parce que c'est quand même plus la Startup Nation. Enfin bon bref, de mon point de vue j'ai l'impression que c'est un peu la guerre alors qu'on on partage quand même des fondements, des valeurs en tout cas qui sont très communes, mais on a du mal quand même déjà à s'identifier entre nous, on a du mal à se compter. Et dès qu'on arrivera un petit peu à savoir qui fait quoi, on est où, etc., de réussir à s'organiser. Et j'écoutais une personne qui est un grand patron d'une entreprise, d'une coopérative de l'ESS, et qui parlait justement il fallait investir dans la publicité, dans les médias publics pour faire parler de leurs valeurs. Et d'un côté, j'étais genre, c'est super, mais pourquoi vous investissez pas aussi dans des médias qui, typiquement, font la promotion en fait, des sujets que vous défendez, mettent en avant les personnes que vous essayez de défendre, enquêtent sur les grands scandales sanitaires, en fait, qui font ce travail-là pour vous. Et à l'inverse, en fait, c'est souvent ces médias-là c'est les médias qui viennent voir ces entreprises-là parce que les entreprises de l'ESS, toutes les organisations de l'ESS font partie de la solution. Mais à l'inverse, il y a peu de retours aussi. Donc comment, en fait, je trouve que ça serait hyper important qu'on puisse vraiment créer plus de liens, en fait, ensemble, plus de coopération. Et alors, je parle pour ma paroisse, les médias indépendants, mais comment, en effet, typiquement sur ce sujet-là, il faut financer les médias indépendants, il faut mettre de la publicité dans les médias indépendants, au même titre que dans des assos, comment on travaille en fait là-dessus. Donc il y a déjà, je pense, cet enjeu-là de mieux travailler ensemble, mieux coopérer, voir les liens en fait qui sont possibles, et essayer en effet de parler plus largement. En fait, je pense qu'on est déjà quand même un public conquis. Enfin, on n'a plus besoin en fait d'aller nous convaincre en fait que c'est ça qu'on veut. Mais comment en fait on va convaincre son tonton, sa tata, qui n'a pas forcément les mêmes idées politiques, mais qui pourtant partage la même vision en fait de la société. Et ça, c'est hyper important. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément réussi en fait à trouver ça, à trouver ce discours qui puisse parler en fait largement, sans rester dans notre cercle un petit peu restreint d'écosystèmes engagés ou militants, etc. Merci. Daniel? Je rejoins tout à fait ce que vous avez dit toutes les deux. D'ailleurs, je suis aussi consommateur des médias indépendants et je pense qu'il faut voir ça, pour revenir à ce que disait Green Lobby, il faut s'organiser mieux. Je vais vous donner un exemple de ce que j'ai vu en Espagne qui m'a surpris il y a quelques années quand je l'ai découvert. L'équivalent des SS France en Espagne, ça s'appelle CEPES, c'est la Confédération espagnole blablabla, d'économie sociale. Et en fait, c'est un lieu de rencontre très large qui va au-delà de l'ESS. Vraiment, ils ont ratissé tout ce qui était possible, imaginable, ils l'ont mis sous un même chapeau. Et leur manière d'interagir avec les pouvoirs publics est différente. Donc, ils se présentent comme un patronal. Nous sommes un patronal, comme un autre. Nous défendons beaucoup d'entreprises. Ils se présentent comme, nous apportons autant au PIB, nous créons autant de millions d'emplois. Et donc, en définitive, en fait, ils disaient, nous apportons plus à l'économie espagnole que l'industrie automobile. Et donc, on demande aussi de l'attention, de la promotion, de la stratégie, des moyens, etc., en utilisant exactement la manière de se présenter du privé. Ça m'avait choqué la première fois, je dois dire, mais quand je vois l'efficacité de ça,
Parce que forcément, si tu es un patronal, tu demandes aussi d'être assis au dialogue social avec les syndicats et l'État. Tu demandes aussi de participer dans toutes les instances d'observation ou je dirais, de contrôle de l'État. Ils participent au comité économique et social. Ils commencent à prendre place, comme font les autres patronales, à toutes les instances dont tu dois y être pour avoir du levier politique. Ce n'est pas un levier politique forcément partisan, mais c'est un levier politique très clair. Et on a vu, par exemple, ce travail a cristallisé juste après le Covid, quand il y a eu un énorme influx de fonds européens qui venaient post-Covid en Espagne, avec l'Italie, c'était les deux les plus grands récipients. Ils avaient déjà établi un dialogue avec le bureau de la présidence qui a en fait planifié comment tout cet argent allait être dépensé. Et donc, il y a eu un plan stratégique de développement de l'économie sociale en Espagne, doté de, je ne me rappelle plus exactement combien de milliards, de 2 ou 3 milliards sur une durée d'années, et qui a été mené. Et c'était grâce à cette capacité d'organisation et de transformer cette organisation en lobby, et cette lobby en levier politique, et ce levier politique en résultat. Et c'est une manière de voir la chaîne de valeur de manière transversale. Et pour moi, ça inclut aussi les médias. Si on commence à s'organiser de cette manière-là, tout d'un coup, c'est difficile pour un gouvernement de dire « je ne fais rien pour promouvoir un secteur qui apporte 10% de PIB ou qui apporte 8% de l'emploi ». Mais comme on ne se présente jamais comme ça, dans des termes purement économiques, on est perçu un peu comme des idéalistes, des progressistes, des gens qui ne s'organisent pas. Donc je pense qu'il faut quand même apprendre de l'ennemi et prendre la manière de faire. Moi, je suis aussi lobbyiste. J'ai remarqué récemment, je suivais un dossier de régulation bancaire simplifiée qui tourne à Bruxelles, qui nous intéresse. Et finalement, il faut arriver à convaincre 6 personnes. Si tu arrives à convaincre 6 personnes, tu n'auras pas tous tes points. Mais tu peux avoir une bonne majorité de tes points qui sont repris dans la nouvelle loi qui va sortir au bout du processus. Et honnêtement, des contacts, on en a. Ce n'est pas qu'on ne peut pas arriver aux 6 personnes clés. On peut, mais on n'en a pas l'habitude, les infrastructures et la vision d'utiliser notre pouvoir de manière politique. Et politique, ça ne veut pas dire de soutenir un parti ou un candidat. Ça veut dire, la politique, ça se fait tous les jours. Je veux dire, il ne faut pas attendre 4 ans pour émettre un vote et dire je fais la politique et en attendant je fais rien. Non, c'est pendant que ça se fait la politique. La démocratie se construit tous les jours. Et je pense que l'ESS se voit comme un secteur clé, parce que ça, je vais vous dire en tant qu'étranger, le secteur le plus sophistiqué de l'économie sociale au monde, c'est la France. Non seulement c'est le plus grand, mais c'est aussi le plus riche. Tout autour de vous, on vous a envie. On aimerait être comme la France. Et vous me dites, je rencontre ici cette histoire de on est petit, on est assaillé, on est menacé, on ne sait pas quoi faire, etc. Et on rêverait d'avoir ça, d'avoir les mêmes infrastructures que vous avez avec une loi, avec des représentativité, avec même des chambres régionales. Je veux dire, c'est très bien organisé. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a une vague réactionnaire qui va à l'encontre. Et je pense qu'il faut travailler sur 2 plans. Le plan que nous utilisons maintenant, s'organiser et contre-attaquer, mais aussi construire un plan B de résilience interne. Je veux dire, si le monde change, et ça ne change pas pour le mieux, je ne vais pas citer la banque qui parle de ça, je veux dire, il va falloir peut-être aussi trouver de la résilience en interne en s'aidant beaucoup plus, en se entre-finançant entre nous, en achetant les produits les uns des autres, en faisant secteur dans le secteur. Rien que ça, c'est déjà possible. Mais après, il faut utiliser ça comme levier. Et je veux dire, il ne faut pas non plus inventer, il faut juste voir la manière dont les médias s'organisent. Mais tu fais exactement la même chose. Tu changes les noms, les titres, etc., mais pas les fonctions. Et donc, forcément, on ne peut pas acheter les grosses médias, etc., mais on en a des médias aussi, et on en a d'autres canaux. Et je pense que si la capacité à percer dans la société, elle est plus importante, en fait. Probablement, sans que les gens le sachent, il y en a, je ne sais pas, 15% des Français qui utilisent d'une manière ou d'une autre des services de l'ESS tous les jours, peut-être sans être conscient. Oui, il faut les rendre conscients. Voilà. Merci. Alors, j'ai une question qui me brûle. J'ai posé 2 questions en une. Comment est-ce qu'on peut franchir cette marche vite ? Parce que voilà, face au contexte, et la dernière question, c'est les citoyens là-dedans, en fait, au-delà du vote, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Comment est-ce qu'on peut
s'appuyer aussi, je dis on, bon, je fais partie de l'ESS, et voilà, et après je veux passer la parole, donc c'est une conclusion presque, je vous demande à chacun d'entre vous, pas trop long, comme ça on a une dizaine de minutes pour les questions. Donc 2-3 minutes, oui. Ok, moi souvent je l'ai écrit dans un rapport que je mets à votre disposition qui s'appelle le lobby d'intérêt général, où j'ai parlé de l'inversion du triangle de l'inaction. Voilà, donc oser, au fond, les lobbies en face qui sont très très peu nombreux par rapport à nous et qui aujourd'hui font la loi et surtout la défont, ont peur de nous. Enfin, sinon, la violence de la réaction, pendant des années, ils nous ont méprisés. Et là, c'est quand même très structuré. Donc, quelque part, on peut s'appuyer là-dessus en se disant qu'il faut qu'on s'organise. Et donc, on a besoin de tous les niveaux de radicalité. On a besoin du mouvement des ONG, évidemment des citoyens, parce qu'il y a les citoyens, les entreprises, et puis tout le monde institutionnel qui fait la loi. Donc, on est complètement légitime en tant que citoyen d'interpeller son député, d'aller voir. Et c'est pas si compliqué. Enfin, moi, je le vulgarise beaucoup, justement, sur les réseaux sociaux. C'est complètement compréhensible. C'est le but des lobbies d'en face de rendre ça ultra complexe, parce qu'en réalité, ça ne l'est pas. Voilà. L'économie, l'ESS et toute l'économie à impact est beaucoup plus résiliente, beaucoup plus économiquement rentable, crée plus d'emplois. Enfin, tout ça, il faut le dire haut et fort, et ça se prouve facilement, les externalités positives, négatives. Il faut avoir un discours qui est assez simple là-dessus. En tant que citoyen, au sein de son entreprise, on peut agir. En tant que citoyen, évidemment, par ses choix, parce que tout est politique. Et en fait, il faut arrêter de dire, enfin, de confondre à partisans et à politique. Aujourd'hui, tout est politique. Le moindre geste est politique, et il faut retrouver, en fait, de la politique. Ça ne veut pas dire voter pour un tel ou rentrer justement dans les guerres de celui-là, je ne peux pas le piffrer. Ça, c'est de la cour de récré dont les lobbies en face ont intérêt à faire de l'agenda. Regardons les programmes, regardons qui a le plus de chances, de manière très concrète, de gagner à échéance 1 an. Et c'est tout à fait jouable parce que c'est rationnel économiquement, parce que socialement, c'est ce qui est souhaitable, et parce que écologiquement, on est dans les limites planétaires où ça va être une catastrophe, encore une fois, pour nos enfants, regardons-les dans les yeux. Si on a encore des années d'inaction et de recul. Merci. Donc, il y a vraiment des actions assez faciles d'interpeller son député, d'interpeller son sénateur, de demander des comptes, de jouer au contraire, il ne faut pas démissionner, et d'avoir une attitude, il y a une chose très différente, d'avoir une attitude, vraiment une écoute active vis-à-vis de ceux qui seraient tentés par l'extrême, le Rassemblement national. Parce que là, au contraire, là, au contraire, il faut les écouter, essayer de convaincre, essayer réellement de ne pas les juger. Merci. Ce qui est différent des politiques. Merci. Alice, alors en mode conclusif. Oui, alors très rapidement, en tout cas nous, je pense qu'on est la seule à avoir on n'a pas la seule réponse. Je pense que ça sera pareil collaborativement qu'on arrivera en fait à transformer les choses. En tout cas nous, c'est la bataille culturelle qu'on essaye de gagner, la bataille de l'information. Et une des façons de faire, c'est de s'informer. Aujourd'hui, on est inondé d'informations, même si on n'en veut pas. On allume son téléphone, on a de l'information. C'est juste de réapprendre à faire cet effort de s'informer, de trouver de l'information, de voir d'où est-ce qu'elle vient, d'informations fiables, de qualité. Exiger ça, en fait, parce que je pense que c'est tout ce qu'on mérite. Voilà. Merci beaucoup. Et Daniel, voilà. Petite conclusion, et j'espère que vous avez plein de questions. On a 10 minutes. 20 minutes à 10. Forcément, il faut bien lire et choisir stratégiquement avant de voter. Malheureusement, on n'a plus le luxe de faire n'importe quoi. Mais en attendant, je pense qu'il faut aussi... Jamais fait n'importe quoi, si.
Je dirais un moi. Mais je pense aussi qu'il faut devenir beaucoup plus activiste. De la même manière qu'il y a des gens qui ne prennent pas l'avion pour ne pas polluer, qui trient les déchets, etc. Et on est très activiste par rapport à ça. Je pense qu'il faut être activiste par rapport à la politique. Ça veut dire titiller les députés, titiller les maires, titiller l'autre, demander des comptes, écrire. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, l'agenda réactionnaire ne trouve rien à l'encontre, réellement. Très peu. Et quand je regarde, parce que je connais un peu l'histoire des membres de la FBA dans d'autres pays, il y en a, le membre en Belgique est né d'une campagne contre l'apartheid. Et à l'époque, dans les années 80, des milliers de personnes ont demandé aux banques s'ils finançaient l'apartheid. Et comme les banques n'ont pas répondu, ils ont considéré que oui. Et donc, ils ont retiré en masse l'argent des banques. Et ils ont créé une coopérative comme la Nef, ils l'ont mis dedans. Je veux dire, à l'époque, on faisait des actions beaucoup plus fortes. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, on les fait au niveau individuel. Je ne prends pas l'avion, je mange bio, c'est super, et toi, ce que tu fais, et on juge l'autre. Mais on n'arrive pas à transformer cette action en collectif. Et si tu ne la transformes pas en collectif, elle n'a pas d'impact. Désolé. À vous. Merci. Alors, j'ai déjà une question au milieu, monsieur, mais je pense qu'il y a un micro, ou peut-être pas d'ailleurs. Vous voulez que je passe mon... Oui, bien sûr. Et il n'y a pas de chaise. Ah si. Oui. Oui, deux petits constats et une question. Assez rapide, si vous voulez Oui, bien sûr. Merci. Dans nos territoires, on est déjà confrontés à des élus d'extrême droite et à leurs alliés. À l'automne sera renouvelée la moitié du Sénat, avec l'entrée de l'extrême droite, vu que les grands électeurs ont été modifiés. Il y a l'élection présidentielle dans un an. Donc saison 1, saison 2, saison 3. Je crois que dans les constats que vous avez faits, il y a un constat sur lequel il faut appuyer, c'est l'appui des milieux économiques à l'extrême droite, qui est quand même assez nouveau. Pierre-Édouard Stérin, je vous signale quand même que le dirigeant d'Omnium, sa société, est maintenant conseiller politique de Bardella. C'est un exilé fiscal en Belgique, il faut le rappeler. Bolloré, avec tout ce qu'il fait sur les médias, bien entendu. Pierre-Édouard Stérin, qui s'adresse directement au tissu local, Dîner des bâtisseurs, le Canon français, les Nuits de la bienfaisance. Bernard Arnault, qui propose la une de Paris Match pour promouvoir la vie privée de Bardella. Donc la question que je pose, alors je te la pose, Benoît, en tant que responsable de SS France, mais je la pose à tout le monde. Il faut outiller localement les dirigeants d'associations qui sont un peu démunis, confrontés à des exécutifs locaux qui sont parfois extrêmement agressifs, qui leur refusent des salles, des moyens pour faire des fêtes, une subvention. Il faut faire un livre blanc pour souligner, parce que c'est encore méconnu ce que représente l'ESF, et donner des outils pour se battre. Et à l'échelle, en miroir à ce livre blanc, je pense, compte tenu de ce que tu disais, Benoît, tout à l'heure, sur les propositions de loi du Rassemblement national appuyées par les Républicains, mais aussi les discussions européennes, faire un livre noir des pratiques et montrer ce que pourrait être demain la vie des associations, des coopératives et des mutuelles confrontés à des élus qui ne seraient pas vraiment dans nos positions. Merci, monsieur. Je propose de prendre une ou deux questions en plus. Comme ça, ensuite, on fait un tour de... Alors, il y a un monsieur devant. Je ne vois pas toutes les... Et une dame, voilà. Je vous passerai la parole après. Bonjour, je ne sais pas si c'est une question, c'est peut-être plus une remarque, un peu impertinente mais bienveillante. Je comprends qu'il y a un constat d'organisation, un besoin d'organisation de moyens, notamment financiers, des endroits qui dépensent, des endroits qui collectent. Il y a besoin d'organiser le message. Puis tout de suite, on est descendu sur la dernière question au rôle des citoyens. Mais en fait, pourquoi, à vos niveaux respectifs, où vous partagez des valeurs, même si de manière fragmentée, pourquoi vous n'arrivez toujours pas à avoir déjà cette voix collective? Est-ce que c'est un problème d'ego? Pourquoi on n'a pas ces 10, alors peut-être pas des DG, mais ces 10 ou 20 personnes un peu ambassadeurs qui pourraient représenter? Qu'est-ce qui bloque? Merci. Et madame, voilà. Ensuite, je vous laisse répondre. Oui,
Très rapidement, en fait, c'est juste que moi, je voulais voir, puisqu'on a de la chance d'avoir un représentant européen qui est parmi nous, le contexte réglementaire, donc la CSRD qui a imposé un peu de structurer un peu plus les engagements et en matière environnementale et sociétale des entreprises, notamment en termes de transparence et en termes d'engagement. Est-ce que ça peut être une opportunité pour l'ESS ou peut-être vous en avez déjà fait une opportunité, mais voilà, c'était une petite question. Merci. Merci, madame. Benoît, je vous passe la parole en premier pour répondre peut-être à la proposition livre blanc. Et puis je referai un deuxième tour si on a le temps. Merci. Oui. Je ne sais pas si on a trop le temps de faire des livres blancs et des livres noirs, en fait. Parce que le contexte... pour faire, alors je comprends que ce que vous dites et d'essayer de faire en sorte d'accompagner les associations pour qu'elles puissent se préparer à l'hypothèse où l'extrême droite gagne. Bon, moi, je pense qu'on a quand même 10 mois là pour éviter le grand malheur, quand même. Et que, y compris le fait d'éclairer, et c'est là où c'est intéressant, sur ce que pourraient être les conséquences et préparer nos associations à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir est un moyen d'éviter que l'extrême droite arrive. Et j'espère qu'en tout cas, c'est comme ça, nous, qu'on le voit. Néanmoins, il faut être très lucide. Nous, on a fait ce qu'on appelle un stress test pour notre organisation. En tout cas, je ne parle pas de SS France, mais je parle de Singa. À structure constante, on tient 1 an. 1 an, si on ne change rien. Et on a évidemment, nous, étudié la possibilité de déplacer notre siège social en Espagne, en Suisse. Et surtout, on réfléchit, comme beaucoup d'associations, à passer d'une organisation solide. C'est une de mes réponses à une organisation plus liquide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui est solide s'asphyxie, ça siège, s'encercle. Ce qui est liquide, c'est-à-dire qui repose davantage sur le bénévolat, des structures plus légères et beaucoup plus difficiles à encercler et à tuer, quoi, pour faire vite. Et d'ailleurs, la stratégie d'extrême droite dans les villes qu'elle dirige, c'est l'asphyxie budgétaire. Et plus vous êtes immobile, plus vous êtes attaché à un château fort, plus il est facile de l'encercler et de le faire tomber. Donc, nous, on milite beaucoup pour le basculement, faire des organisations plus liquides. Puis bon, là, pour votre remarque, en fait, peut-être que ça va aux autres aussi. Mais il n'y a pas de problème, en fait, aujourd'hui. Je pense qu'on a les porte-paroles, hein. C'est pas ça qui manque. La question, ça va être de l'efficacité de notre plaidoyer. Et je trouve que ça va de mieux en mieux, paradoxalement. En fait, l'ESS est de plus en plus en difficulté, mais du coup, elle est beaucoup plus efficace. Et on engrange des résultats. Et ne nous y trompons pas, la victoire de Claire Touré au CESE, c'est la conséquence de l'unité de l'ESS. Hein. Avant, on n'allait pas à la bagarre unie. Là, ESS France a organisé un vote juste avant en faveur de Claire Touré. Toute l'ESS, qui est majoritaire dans les faits au CESE, s'était prononcé pour Claire Touré. Et évidemment, ça a eu du poids dans le game, comme on dit. Donc je trouve, moi, que les choses s'améliorent. Et après, nous, on a envie l'Espagne, hein, c'est le contraire. Hein. Parce que moi, j'adorais ESS France gérer les fonds européens comme le CPS le fait. C'est quand même, si j'avais la possibilité de gérer quelques dizaines de millions d'euros de fonds européens pour les flécher vers les endroits où on en a besoin. Donc il y a, voilà. Mais en fait, il faut faire un mixte entre CPS, ESS France et voilà. Et puis par ailleurs, je termine par ça, vive Pedro Sanchez, parce que régularisation des travailleurs étrangers, position sur la Palestine, bon, il n'a pas raté grand-chose quand même. Donc, Merci. Est-ce que vous voulez répondre sur une des questions ? Ajouter quelque chose comme vous voulez ? Oui, moi je crois que c'est tout à fait atteignable et que ça demande de l'organisation. Voilà, moi je suis une lobbyiste, une contre-lobbyiste, donc je vois beaucoup les rapports de force. Il faut qu'on soit organisé, aussi bien organisé que les lobbyistes en face. C'est pour ça que je me suis appelée un peu par
par provocation Green Lobby. Donc, pour inverser le triangle de l'inaction, on a des politiques, des citoyens et des entreprises. Le rôle des entreprises et des entreprises de l'ESS, c'est un modèle économique plus résilient, qui crée plus d'emplois, qui prévoit l'avenir. Il faut le faire savoir de manière très structurée. Donc, il faut que les 10 leaders de l'ESS, aujourd'hui, le milieu bancaire, évidemment, essentiel, puisque c'est quand même le nerf de la guerre, c'est systémique. On a quand même des leaders dans l'énergie, voilà, et il faut qu'ils soient structurés, en fait. Et que ce soit de l'économie à impact ou de l'ESS ou les Guerelles de Chapelle, c'est peu importe, en fait. Il faut qu'on soit très unifié et très structuré avec 10 porte-paroles qui créent et qui dessinent, en fait, l'avenir avec des grands projets de loi systémiques. C'est complètement dans nos cordes. Ça se fait dans des pièces en 10 réunions avec les 10 qui comptent en ce moment, dans toute la granularité de la radicalité, et on s'en moque. Et au contraire, il faut qu'il y ait de l'associatif, de l'Impact France, de l'entrepreneuriat social, de l'ESS, etc. C'est complètement jouable. Après, les politiques, ils vont agir s'ils ont derrière une société économique, particulièrement un secteur économique qui est structuré, avec des propositions un peu claires, avec ça crée de l'emploi, on est plus résilient, etc. Et chaque citoyen, on a aussi un rôle à jouer dans notre entreprise pour faire bouger de l'intérieur, se syndiquer, mais pas que, montrer qu'effectivement on ne veut plus. Il y a des tas de mouvements qui existent, en fait, des jeunes qui ne veulent plus ça, qui s'engagent, etc. Il suffit de bien s'organiser, exactement comme le fait le MEDEF, la FEP et toutes les fédérations. Et on en est pas très loin, c'est complètement atteignable. Il y a un espèce de fatalisme, de petite musique relayée par CNews, etc. Effectivement, Claire Toury, c'est un très bon signe et ça leur fait peur. Zucman qui fait le tour du monde et qui montre qu'effectivement c'est possible en Californie, dans le pays du libéralisme, de convaincre le maire de New York et d'inverser la vapeur. C'est des signaux qui sont extrêmement positifs. Et nous, en France, il faut qu'on s'engage, il ne faut pas qu'on ait peur. Et les 10 leaders réunis du monde progressiste, on va dire, doivent absolument faire du lobby positif et montrer, et le grand public suivra. Parce que là, on est quand même dans les gens ont intégré, n'y croient plus, ils ont besoin d'y croire. Et dès qu'ils y croiront, on aura le grand public derrière nous, évidemment. Merci. On arrive quasiment au bout de notre temps imparti. Je ne sais pas si je peux prendre une question ou deux en plus. Oui, il y avait la question du niveau européen, de l'échelon européen, CCRD, Daniel, et puis malheureusement, beaucoup de mains se lèvent, mais on est à la fin. Allez-y, Daniel. Disons que le lobby européen, il est un peu différent d'ici, dans le sens où c'est beaucoup plus complexe et à la fois moins biaisé. Ça veut dire qu'on a affaire avec des fonctionnaires qui sont partisans, qui écoutent tout le monde, c'est relativement ouvert. Tu peux avoir rendez-vous, tu peux expliquer ton point de vue, il faut bien le préparer, il faut bien s'organiser, il faut avoir une coalition. Donc finalement, les chances de lobby au niveau européen sont plus fortes si tu t'organises. Après, forcément, ça c'est les propositions. Quand ça passe au Parlement, là, les filtres, il est plus dur. Et il faut bien travailler ces alliances. Mais je trouve qu'au niveau européen, le système, il est fait pour les lobbies. Étonnamment. Et ça permet aussi les bons lobbies de marcher. Hein. Donc, je trouve que oui, effectivement, toutes les réglementations qui vont pousser à plus de transparence dans l'utilisation de la finance, de la décarbonisation, etc. Chaque fois est une opportunité et nous, on est à chaque fois au rendez-vous. Mais même nous, je veux dire, on travaille sur nous-mêmes pour s'organiser mieux. Et en fait, on a engagé une société de consulting qui nous aide à améliorer notre lobbying et qui travaille pour Coca-Cola, pour L'Oréal, etc. On utilise les armes de l'ennemi parce que c'est la seule manière de faire. Et on devient mieux. Donc, je ne pense pas qu'on ne parle pas ensemble de la même voix. Je pense qu'il nous manque un peu plus y croire qu'y faire, je dirais. Merci. Je regarde Stéphanie. Je pense qu'on n'a plus le temps de prendre d'autres questions. Je suis désolée. Je remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup tous les quatre. Et vous également.
Un grand merci à tous les 5 du coup. Désolé pour la frustration de ceux qui avaient encore des questions. Et la suite, c'est vers le campus aux solutions. Merci à tous.